informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les principaux titres d'actualité. Un premier cas de coronavirus vient d'être identifié à Kinshasa. Il s'agit d'un ressortissant étranger venant de la Belgique. Vous suivrez dans ce journal la réaction du ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Nous vous parlerons aussi dans cette édition du 3e forum du réseau Les Panafricaines, tenu du 6 au 7 mars dernier à Casablanca au Maroc. Les femmes journalistes africaines ont adopté une feuille de route de 2020 à 2021, mettant en priorité les médias comme acteurs du changement. Et puis, les consultations et opérations chirurgicales gratuites de la cataracte ont effectivement démarré depuis lundi à Pointe-Noire, à l'hôpital général de Luangeli. Reportage de Montez Mavungu à suivre dans quelques instants. Merci de nous choisir pour vous informer. La foire agricole organisée en marge des festivités marquant la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme a été l'occasion de faire un zoom sur la femme rurale. Ses difficultés et ses attentes sont ici épinglées par Gertrude Gouabaï et Chanel Kifouli. Suivez. Ces femmes rurales sont aptes à nourrir la population congolaise pourvu qu'on leur en donne les moyens. Cette couche qui représente 77% de la main-d'œuvre agricole peut activement participer à la réduction des importations agroalimentaires. À l'époque, la femme se distinguait par le travail agricole. C'est elle qui nourrissait toute la famille. Et aujourd'hui, la femme a perdu un peu ses repères. Et elle attend plus alors que c'est elle qui nourrit. Donc aujourd'hui, à travers cette exposition, nous retrouvons la femme et je crois que c'est un grand pas qui vient d'être marqué. Aujourd'hui, la femme rurale ne se contente plus seulement de planter, récolter et vendre. Elle cherche une plus-value à travers la transformation de ses produits, ce qui n'est pas toujours évident. Des femmes qui travaillent dur, mais elles n'ont pas d'aide. Donc nous demandons aux décideurs de regarder les produits avec les noix, avec l'huile de palme, on peut faire beaucoup de choses. Donc à partir de cette huile qui est produite, les femmes, on peut leur apprendre comment fabriquer du savon aussi, comment fabriquer même les produits de beauté. Le pondu yalimbondo, un plat prisé par les Congolais, tient au secret de la transformation du sésame en sel indigène. On fait le sel aussi, le sel indigène. On prend les tiges sèches, on brûle, on met dans l'eau, on prend cette eau-là, on bouillit, puis ça sèche, on récolte le sel indigène. Nous, on prépare le coco, le sakasaka, ce que nous parlons, l'imbondo, à base de ça. L'imbondo, vous pouvez expliquer en français, c'est quoi? L'imbondo en français, c'est les feuilles de manioc avec le sel indigène, vert. L'enclavement de certaines localités pas desservies par les transports en commun, la conservation des produits et l'accès à la terre sont parmi les difficultés auxquelles font face ces femmes. Il est vrai qu'il y a un problème récurrent pour les femmes d'accéder à la terre parce que c'est un problème déjà qui est culturel. Culturellement, la femme n'hérite pas de la terre. Mais nous, en tant que ministère de l'économie forestière, nous avons un programme au sein du ministère qui s'appelle Programme national d'afforestation et de reboisement qui permet à certaines femmes qui sont en difficulté et qui désireraient s'investir dans les plantations, de pouvoir se rapprocher du PRONA pour pouvoir leur donner des facilités à pouvoir accéder à la terre et ainsi pouvoir valoriser la terre à travers des plantations agroforestières. L'occasion était bonne pour en savoir un peu plus sur les instruments traditionnels de l'un des départements participants, notamment celui du Poul. Le thème d'aujourd'hui, c'est présenter ce que les femmes leaders du Poul font dans leur région. Donc vous avez ici un instrument traditionnel qu'on appelle Kisanti, vous avez Chilembo, vous avez le Ndara. Le Ndara en moche on appelle ça Ngombi, c'est la sanza en français. Et vous avez la moutette, vous avez les gargoulettes, vous avez tout ce qu'il faut, les mbangou. Mbangou c'est une caisse traditionnelle que les mamans et nos grands-parents gardaient de l'argent. C'est une caisse. Chaque département a sa spécificité culturelle. Celle-ci constitue une richesse que l'on peut exploiter dans le cadre de la diversification économique.
la femme congolaise engagée dans la production agricole. Ce thème doit servir pour booster la relance des activités agro-pastorales. Et puis les consultations et opérations chirurgicales gratuites de la cataracte ont effectivement démarré depuis lundi à Pointe-Noire, à l'hôpital de Luandili. Demontes Mavungu et Landry Moulumbu s'y sont rendus ce mardi pour faire le constat. Suivez leur reportage. À titre gratuit, les patients souffrant de la cataracte sont pris en charge à l'hôpital général de Luandili à Pointe-Noire, où les opérations chirurgicales ont démarré lundi 9 mars 2020. Une ingénieuse idée de la communauté musulmane soucieuse de promouvoir les valeurs de l'islam. Le meilleur des hommes, c'est bien celui qui est au service des autres. Ce mardi 10 mars 2020, pendant que nous sommes dans cette structure sanitaire de Pointe-Noire, les patients sont très nombreux à se faire consulter. Certains parmi eux reviennent de Dolisie, le cas d'Antoine Mayala. Je suis qu'il y a une équipe qui va descendre à Pointe-Noire pour cataracte. C'est pour cela que hier, je suis arrivé directement ici, on m'a reçu. Cataracte est bien confirmé. Donc j'attends seulement l'opération. Toute personne arrivée en consultation a un numéro d'attribution et reçoit une fiche de consultation. Après avoir passé l'échographie de confirmation de la cataracte, le patient est soumis à un prélèvement sanguin au niveau du laboratoire, question de se fixer sur son état de santé avant l'opération. Ici, le professeur Abderrahman Diab, chef de la mission, refait les derniers réglages pour plus d'assurance. Là, dans la salle d'opération, plusieurs patients ont déjà été opérés pendant que certains sont sur la table d'opération. Donc il dit, il remercie Dieu, Inch'Allah Ta'ala, qui nous a facilité, qu'on a commencé et que, en tout cas, l'influence, comme vous le voyez, vraiment l'appel a été écouté, la foule est arrivée et il dit en tout cas tout se passe bien dans les normes. Et hier, on a eu à enregistrer plus de 275 cas d'opération de cataracte. Donc hier même, vu qu'on avait commencé en retard, il y a eu 30 cas qui ont été opérés et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ils étaient là même le matin pour continuer les soins et aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, ils vont prendre en charge 100 personnes, Inch'Allah Ta'ala, 100 personnes seront opérées aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et demain également, 100 autres personnes seront opérées et au fur et à mesure, nous allons travailler jusqu'à la fin. Il y a eu plusieurs malades qu'on a détectés et tout ça, mais là, leur spécialité, la maladie qu'ils sont venus soigner, c'est seulement et exclusivement concernant les cataractes. Dans l'organisation, les patients sont repartis en deux entités, une pour les femmes, une autre pour les hommes. Seulement, en voulant être reçus en premier, certains patients foulent aux pieds l'ordre établi. Après, tout est revenu à la normale. Au premier jour, 275 patients ont été enregistrés. L'objectif de cette mission reçue précédemment par le directeur général de l'hôpital général de Luandili est d'opérer au maximum 400 malades de la cataracte. Et puis les lampions de la troisième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Niari se sont éteints lundi, travaux au terme desquels un nouveau secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental a été élu. Demontes Mavungu et Aurélien Diengi nous font le point. Débuté le 29 février dernier, les travaux de la troisième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Niari ont pris fin lundi 9 mars 2020. Comme à l'ouverture, ces travaux ont été placés sous la houlette de Claude-Étienne Massimba, président de cette assemblée locale. Gabriel Issouba, vice-président de ce conseil et secrétaire de la séance, a rappelé les grands axes de cette session, question de rafraîchir la mémoire de l'ensemble des distingués conseillers. Une particularité au cours de cette session, l'élection du nouveau secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Niari en remplacement du conseiller Boniface Yeke Kokolo, rappelé à Dieu. Cette élection présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Charles Ngafomo a permis au conseiller Michel
Gimbi d'être le nouveau secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Niari. Pour lui permettre d'accéder au bureau exécutif, il a été pleinement investi par le ministre Charles Ngafomo. Au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare à compter de maintenant investi et installé dans vos fonctions de secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Niari. Dans son mot de clôture, le président du conseil départemental du Niari, Claude-Étienne Massimba, s'est appesanti sur le nouveau budget dont son institution s'est dotée. Nous venons de doter notre institution d'un budget dont le montant, qui s'équilibre en recettes et en dépenses, s'élève à la somme de 2 milliards 169 413 979 francs, repartis comme suit. Recettes de fonctionnement 1 milliard 470 202 040 francs CFA. Recettes d'investissement 669 211 931 francs CFA. La bonne exécution de ce budget va dépendre de deux facteurs essentiels, à savoir la santé financière de l'État, qui est le plus grand pourvoyeur de fonds aux collectivités locales, et notre efficacité dans le recouvrement des recettes propres. En ce qui concerne ce dernier aspect, un accent particulier devra être porté sur la reprise en main du recouvrement de la taxe départementale dans toutes les circonscriptions administratives de notre département. Et puis, un nouveau manuel de français va intégrer le programme scolaire congolais à partir de l'année prochaine. C'est un manuel édité par Nathan en France avec la participation de tous les pays francophones d'Afrique. Sa présentation a eu lieu ce mardi. Suivez. Dès l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire 2020-2021, un nouveau manuel de français pour la classe de seconde va intégrer les programmes des cours en République du Congo. Ce manuel, très coloré, de la collection Futur Simple, est édité par la maison d'édition Nathan en France et a connu la participation de tous les pays francophones d'Afrique. Un outil à la fois d'apprentissage pédagogique et social qui remplit bien les trois fonctions de base d'un manuel scolaire. Ce manuel, qui a été élaboré selon les thématiques nouvelles telles que l'environnement, le réchauffement climatique, les médias, les réseaux sociaux et Internet, est conçu pour construire des compétences citoyennes avec pour seul but, à terme, de contribuer à la transformation de la personnalité de l'élève. Avec ce manuel, l'élève peut apprendre seul ou avec l'aide des tiers. Le manuel privilégie de ce fait l'approche par compétences, avec un paratexte, c'est-à-dire des pages de couverture devant comme derrière, suffisamment attrayants et qui renseigne. Ce manuel se termine par un lexique destiné à faciliter la compréhension des termes difficiles à l'élève. Sa présentation a rencontré l'assentiment des praticiens du métier de l'enseignement conviés à cet effet. Mes impressions ne peuvent être que bonnes puisque c'est une activité pédagogique et qui concerne donc le destin de nos enfants. Il faut harmoniser avec les auteurs des autres instituts pédagogiques pour construire un ouvrage commun. Et comme ça, le coût va baisser et le gosse congolais va avoir le même ouvrage. Ces programmes de chaque pays ont été fusionnés pour trouver un livre consistant qui peut servir à la fois pour un enfant qui est en Afrique de l'Ouest comme pour un enfant qui est en Afrique centrale. Et quand les enfants se déplacent, ils ne peuvent pas se sentir un peu en retard dans le français. Cet outil pédagogique qui, malgré sa pertinence, reste perfectible, a aussi ses exemplaires pour les niveaux première et terminale, différenciés simplement par des couleurs toutes aussi attrayantes que pédagogiques.
On va aller cette fois-ci en République démocratique du Congo. Un cas de coronavirus a été détecté. Il ne s'agit pas d'un sujet belge comme annoncé au départ, mais plutôt d'un Congolais en provenance de France, âgé de 52 ans. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a tenu une conférence de presse où il appelle les populations au calme et au respect des mesures d'hygiène. Suivez son extrait choisi. Un coronavirus est une maladie infectieuse qui affecte les voies respiratoires. Elle se propage principalement par de gouttelettes respiratoires expulsées par des personnes atteintes de la maladie et qui toussent. Les symptômes les plus courants de Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme. Quelques mesures de protection pour tous pour éviter la contamination. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin après l'avoir appelé et suivez les instructions des autorités sanitaires locales. Et puis on va prendre cette correspondance depuis Kinshasa de Rufebil Balola. Bonsoir, vous êtes journaliste en République démocratique du Congo, journaliste de profession. Dites-nous, est-ce que la situation a créé une panique ou encore avec une telle masse populaire à Kinshasa, quelles sont les dispositions prises? Je voudrais annoncer à la population congolaise que nous avons aujourd'hui, ce matin, diagnostiqué le premier cas de coronavirus. C'est un sujet belge qui est venu ici depuis quelques jours et qu'on suivait. On a trouvé que selon les examens de laboratoire, le test était positif. Nous avons donc un premier cas de coronavirus. Mais ce que je voudrais dire à la population aussi, c'est que il ne faudrait pas qu'il y ait de panique. Le sujet est déjà mis en quarantaine et aussi nous allons essayer de faire le test, de tester les gens qui ont été en contact avec lui pour que nous puissions nous assurer que la maladie n'est pas propagée. Que la population congolaise sache que maintenant il y a un cas de coronavirus ici à Kinshasa et que les gens puissent maintenant être prudents par rapport à la contamination. Il faudrait que nous puissions appliquer les mesures d'hygiène que j'avais énumérées hier. Donc il faudrait que nous puissions maintenant nous laver les mains très fréquemment. Il faudrait aussi que nous ne puissions pas nous rapprocher des gens qui ont la toux. Et si vous remarquez qu'il y a quelqu'un ou bien vous-même, vous avez des difficultés respiratoires, vous avez la toux, vous avez la fièvre, à ce moment-là, il faudrait consulter un médecin. Donc maintenant, on doit être très très prudent. Ouais, il faudrait que tous nous soyons prudents. On va poursuivre ce journal. Contribuer à enrichir les connaissances des opinions publiques africaines sur l'impact du réchauffement planétaire et sur les mesures d'adaptation et d'atténuation à adopter. C'est entre autres les objectifs du 3e forum du réseau des panafricaines tenu du 6 au 7 mars dernier au Maroc. Les femmes journalistes africaines ont adopté une feuille de route de 2020 à 2021 mettant en priorité les médias comme acteurs du changement. Léonie Toumoussi sur le commentaire. 300 femmes journalistes venues de 54 pays africains se sont réunies du 6 au 7 mars dernier à Casablanca au Maroc à l'occasion de ce 3e forum des panafricaines pour débattre sur l'urgence climatique en Afrique, les médias acteurs du développement. L'Afrique qui ne contribue qu'à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre
est malheureusement la première victime du dérèglement climatique. Sur les 10 pays les plus menacés par ce phénomène, 7 se trouvent en Afrique. Les variations climatiques et les catastrophes naturelles comme la sécheresse et les inondations ralentissent le développement. Il faut donc une bonne sensibilisation des populations afin qu'elles adoptent un comportement responsable face au changement climatique. La sensibilité féminine doit être mise en exergue pour mener à bien cette bataille. Repartis en 7 ateliers axés sur la santé, l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique, l'urbanisation et l'assainissement, les participants ont au cours de ces assises cerné tous les contours liés à l'urgence climatique. Une feuille de route 2020-2021 a été adoptée et plusieurs recommandations formulées. Nous avons une chance extraordinaire sur notre continent, c'est celle d'avoir des ressources naturelles extrêmement riches. Vous le savez, l'Afrique, le deuxième poumon de la planète est en Afrique. Après l'Amazonie, il s'agit du bassin du Congo. Donc avec une bonne gouvernance, nous pouvons encore changer le cours des choses. Et les panafricaines vont être mobilisées durant toute l'année 2020 sur le changement, l'urgence climatique. Et vous le savez, comme nous sommes des médias, notre rôle et notre responsabilité est celle non seulement d'informer, mais également de sensibiliser l'opinion publique. C'est Samira Sitaïl, membre du comité permanent des panafricaines, qui a clôturé les travaux. Peu avant, un message de Youssou N'Dour encourageant cette initiative féminine a été diffusé. Ce, après la présentation des membres du comité permanent et de la charte de ce premier réseau des femmes journalistes africaines. La deuxième édition s'est tenue en 2019 sous le thème Migration africaine. Initiée en 2017 par la radio 2M du Maroc, les panafricaines visent à faire de la femme une véritable actrice du développement. Vous venez de l'entendre, le réseau Les Panafricaines met la femme au centre du développement. Pourquoi compter sur la femme pour alerter les populations et les dirigeants africains face aux impacts des changements climatiques? La présidente du réseau explique ici. Ce que représente aujourd'hui la femme sur le continent africain. Elle a un rôle majeur. Nous avons la chance, au sein des panafricaines, d'avoir de véritables décideuses, des directrices de chaîne, des rédactrices en chef, des journalistes reporters, des femmes de terrain. Oui, le rôle de la femme est essentiel. Et ce n'est pas un hasard si ce réseau des femmes journalistes africains est au féminin. C'est une mobilisation totalement incroyable qui se passe, parce que ces femmes sont des battantes et encore mieux, je vais vous dire, des guerrières, comme on aime le dire sur notre continent. Au moins 60 000 personnes dans le monde se déplacent à cause des changements climatiques et le Congo enregistre ces dernières années des sinistres dans différentes villes suite aux érosions, ensablements et inondations, d'où la nécessité de mobiliser les populations à adopter un comportement responsable face au changement climatique. La directrice de production de la télévision nationale congolaise explique ici aussi. En tant que directrice de la production, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux travailler que dans la mesure, dans la limite de mes moyens. Je suis là pour produire. L'urgence climatique est là, elle est réelle. Qu'est-ce qu'on peut produire? Des documents, des émissions relatives au changement des comportements, à l'urgence climatique, présenter les faits, présenter les conséquences et pourquoi pas présenter les amorces de solutions pour aider ceux qui peuvent changer, ceux qui ont la décision, à prendre ces mêmes décisions, à prendre les vraies décisions pour la préservation de la planète. En tout cas, chacune des journalistes ici présentes à ce forum des panafricaines, la 3e édition du genre, nous venons de tous les pays africains. Chacune de nous, on vient d'adopter un plan d'action. On a retenu comme ça des thèmes dans différents ateliers. On va s'efforcer à produire des émissions, à produire des gazettes, à produire des reportages pour mettre un accent particulier, pour informer, en tout cas médiatiser, sensibiliser sur ces questions de changement climatique. On va à présent prendre l'actualité internationale en bref et en images avec La Voix de l'Amérique. Eh bien, on va poursuivre cette édition du journal avec cet élément de la messe en mémoire d'Edith Lucie Bongo. Suivez.
Voilà. Le 10 mars 2020 marque le 56e anniversaire de la naissance de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, rappelée à Dieu le 14 mars 2009. Une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu a été célébrée à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo, qui a soufflé également la première bougie de sa construction. Triple anniversaire donc, célébré en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de la première dame du Congo-Brazzaville, Antoinette Sassou Nguesso, des autorités de la République et parents, amis et connaissances venus de tous les horizons du Congo-Brazzaville, du Gabon et d'ailleurs. La messe a été dite par Victor Abagna Mossa, évêque de Wando, qu'entourait Monseigneur Urbain Gassongo, évêque de Gamboma, et Abbé Gervais Yombo, curé de la paroisse de Yo. Ce dernier, dans son homélie tirée de Matthieu chapitre 13, versets 16 à 20, a tracé la vie d'une dame combien rare. Elle a été la première à appeler son père papa et président de la République. Elle quitte le toit parental présidentiel pour intégrer celui matrimonial présidentiel. Une dame rare, vous vous en doutez, surtout dame d'amour. Sur cette trajectoire, elle est inspirée de Dieu qui lui donne la vision fertile de construire la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo pour traduire sa bienfaisance infinie. Hélas, la mort est plus forte que l'amour. Edith Bongo Ondimba a été prématurément arrachée à notre affection. Le président Denis Sassou Nguesso a achevé cette vision, mais elle reste néanmoins l'architecte. Quelle est donc l'église vers laquelle Dieu a inspiré l'ancienne première dame du Gabon? Une église n'est pas un bâtiment quelconque, c'est la maison de Dieu, où les fidèles chrétiens se retrouvent pour chanter la gloire de Dieu. Dans une église, on trouve aussi des statues des saints qui sont des modèles de la foi, des stations du chemin de la croix qui rappellent la passion de Jésus-Christ. Une église est généralement orientée vers l'Est, car Jésus-Christ est le soleil levant de la résurrection. Il faut être habité par la main de Dieu pour penser une œuvre pour le rassemblement de son peuple. Au-delà de la modeste personne de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, on comprend combien cette vision était inspirée par Dieu. Que cela inspire chacun de nous, à savoir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits de tous les jours, a conclu. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.